Le ranch Aspen, au cœur du Montana, était le genre d'endroit où le silence semblait plus vaste que n'importe quelle cathédrale. Étendu sur des centaines d'acres de terre fertile, protégé par d'anciens pins ayant vu naître et mourir plusieurs générations, il se dressait comme un monument au nom des Montgomery. Au centre de cet immense empire se trouvait le manoir principal, une structure de pierre et de cèdre qui ressemblait davantage à un musée de gloire passée qu'à un lieu réellement habité. Robert Montgomery avait hérité de ces terres de son père, en avait triplé la valeur par une vie de travail acharné, et en avait fait le symbole ultime de sa réussite. Pourtant, ces derniers temps, en traversant ces couloirs vides et résonnants, il ressentait une sensation rongeante, quelque chose d'essentiel manquait à sa vie. Il ne parvenait pas à identifier ce vide, et sa propre ignorance à ce sujet l'irritait profondément, comme un vent d'hiver persistant qui griffait les bords de son esprit. C'est par un après-midi gris, sous un ciel du Montana chargé de nuages menaçant une tempête qui ne venait jamais, que Catherine Reed arriva. Elle fut présentée par Arthur Vance, le gestionnaire du domaine qui servait la famille depuis des décennies. Arthur la présenta avec la brièveté clinique d'un homme introduisant un nouvel outil agricole, mentionnant seulement qu'elle était hautement recommandée et possédait l'expérience requise. Robert la regarda à peine lors de cette première rencontre, habitué au renouvellement régulier du personnel, comme les saisons. Pour lui, elle n'était qu'une ligne de plus dans le registre des salaires, une présence fantomatique chargée de maintenir la poussière à distance. Mais Catherine n'était pas invisible pour ceux qui prenaient le temps d'observer vraiment. C'était une femme d'une présence calme et inébranlable, possédant cette rare qualité qui permet de commander l'attention sans jamais élever la voix. Elle marchait le dos parfaitement droit, comme si elle portait depuis si longtemps un fardeau qu'elle avait fini par apprendre à l'équilibrer avec une grâce presque royale. Ses mains étaient marquées par une vie de labeur, mais ses yeux, lorsqu'ils croisèrent brièvement ceux de Robert lors de ce premier instant, ne se baissèrent pas en signe de soumission. Ils le regardèrent directement, sans défi, mais sans la moindre trace de peur. C'était la première chose qui mit Robert mal à l'aise. Il était habitué à ce que le monde détourne le regard le premier, mais Catherine Reed tenait bon avec une dignité sereine qui semblait déplacée pour une employée domestique. Les autres employés commencèrent à murmurer entre eux, mélange de curiosité et de méfiance naturelle face à quelqu'un qui ne rentrait pas dans les attentes habituelles. Pearl, la cuisinière présente depuis plus de 15 ans au ranch, fut la plus expressive. Elle remarqua que Catherine portait quelque chose de lourd en elle, visible dans la manière dont elle fixait l'horizon lorsqu'elle croyait n'être observée par personne. Ce que personne n'avait encore vu, Robert le découvrit par hasard un mardi. Il était dans son bureau, près de la fenêtre, en train de consulter des actes fonciers, lorsqu'il la vit traverser la cour arrière. Elle n'était pas seule. 2 jeunes garçons la suivaient de près. Le front de Robert se plissa immédiatement. Le ranch Aspen appliquait une règle stricte. Aucun membre de la famille du personnel n'était autorisé sur la propriété sans autorisation explicite. Arthur le savait, tout comme chaque employé. Et pourtant, Catherine Reed avançait sous la lumière de l'après-midi avec 2 enfants, en direction de la vieille grange située à l'extrémité du domaine. Cette grange était abandonnée depuis près de 10 ans, une structure de bois affaiblie par le temps, qui gémissait à chaque rafale venant du nord. Il n'y avait aucune raison rationnelle d'y aller. Robert observa depuis les rideaux épais jusqu'à ce que les 3 silhouettes disparaissent derrière les grandes portes coulissantes. Il attendit 10 minutes, puis 20. Les portes ne se rouvrirent pas. Il referma ses dossiers reliés de cuir, mais les chiffres n'avaient plus de sens. Le reste de l'après-midi, il fixa la cour vide, l'esprit envahi de questions qu'il n'était même pas sûr de vouloir poser. Quelques jours plus tard, la scène se répéta, exactement à la même heure. Même direction, même rythme. Les 2 garçons étaient toujours là, marchant avec une familiarité évidente, comme s'il ne s'agissait ni de leur première ni de leur 10e visite. L'aîné portait un objet enveloppé dans un tissu sombre contre lui. Le plus jeune pointait les aigles dans le ciel avec une fascination pure, celle que seuls les enfants possèdent encore. Le lendemain matin, Robert convoqua Arthur Vance. Il lui demanda s'il savait que la nouvelle employée amenait des enfants dans la vieille grange pendant les heures de travail. Arthur hésita une seconde. Une fraction de seconde de trop. Robert le remarqua immédiatement. Trop d'années passées à lire les gens dans les négociations lui avaient appris à reconnaître ce type de silence. Arthur déclara n'avoir aucune connaissance de cela et proposa de la réprimander immédiatement. Robert, à sa propre surprise, refusa. Il voulait d'abord comprendre ce qui se passait.
Arthur acquiesça sans insister. Cet après-midi-là, Robert ne resta pas dans son bureau. Il se posta près des bouleaux bordant le chemin menant à la grange, suffisamment loin pour ne pas être vu, mais assez proche pour observer. L'air sentait la terre sèche et la sauge sauvage. Les oiseaux chantaient comme si aucun secret n'existait dans le monde. Puis il les vit. Catherine avançait de son pas calme et stable. Cette fois, Robert distinguait clairement les enfants dans la lumière dorée. Matthew, l'aîné, tenait l'objet enveloppé contre sa poitrine comme une relique sacrée. Luc, le plus jeune, tenait la main de sa mère tout en suivant les formes des nuages du regard. Avant d'entrer, Catherine s'arrêta. Elle se retourna lentement, comme si quelque chose dans le vent lui avait murmuré qu'elle était observée. Robert se figea derrière les arbres. Le regard de Catherine balaya les environs pendant un instant qui sembla interminable. La lumière frappa son visage et révéla une sérénité fatiguée, celle de quelqu'un qui porte un silence trop ancien. Puis elle entra et referma la porte. Robert attendit encore 5 minutes avant de s'approcher. Il marcha lentement, sans faire craquer l'herbe sèche. Arrivé contre la paroi de bois, il s'arrêta. Des voix basses provenaient de l'intérieur. La voix de Catherine était calme, profonde, presque apaisée. Les enfants répondaient en chuchotant, comme s'ils comprenaient instinctivement que le bruit n'avait pas sa place ici. Robert frappa. Le silence fut immédiat. Après un moment, des pas lents approchèrent. La porte s'ouvrit. Catherine apparut. Aucune surprise. Aucune peur. Seulement ce même regard direct, dérangeant. Derrière elle, les deux garçons observaient depuis l'ombre, avec une dignité silencieuse qu'ils tenaient clairement de leur mère. Robert regarda au-delà de son épaule. Et ce qu'il vit lui coupa le souffle. La grange n'était pas le lieu poussiéreux et abandonné qu'il avait imaginé. Quelqu'un l'avait transformé. Le sol avait été soigneusement nettoyé. 2 petites chaises en bois étaient placées au centre. Une grande caisse servait d'autel improvisé, recouverte d'un tissu blanc brodé à la main, orné de petites fleurs. Des rayons de soleil traversaient les interstices du bois, traçant des lignes dorées comme si la lumière elle-même respectait cet endroit. Sur le tissu reposait une photographie encadrée. La voix de Robert fut plus basse qu'il ne l'aurait voulu lorsqu'il demanda ce que tout cela signifiait. Catherine répondit simplement qu'il s'agissait d'un lieu de mémoire. Sa voix ne tremblait pas. Matthew s'avança. Son regard n'avait rien d'enfantin. Il tenait l'objet enveloppé et le déballa avec une précision presque cérémonielle. C'était une autre photographie, plus grande, dans un cadre simple en bois brut. Robert regarda l'image. Quelque chose en lui se brisa sans bruit. L'homme sur la photo avait la même mâchoire que Robert, le même regard, la même posture, celle d'un homme habitué à porter le poids du monde. Puis il vit la bague. Une pierre verte sombre, taillée en ovale, avec une petite marque sur le côté. Robert connaissait cette bague. Il l'avait tenue dans ses propres mains le jour où il l'avait offerte à son frère cadet, George, des années auparavant. C'était avant que le silence entre eux ne devienne un mur trop haut pour être franchi, avant que leur orgueil partagé ne gagne une bataille qu'aucun des deux ne voulait réellement mener. Ils avaient cessé de se chercher, et Robert avait convaincu son cœur, avec l'entêtement d'un homme refusant d'admettre ses torts, que George avait simplement choisi de disparaître. La main de Robert s'avança vers la photographie, ses doigts tremblants. Il demanda qui était cet homme, même si son âme connaissait déjà la réponse. Il avait besoin d'entendre les mots pour les rendre réels. Catherine le regarda longtemps. Dans ses yeux, pour la première fois depuis son arrivée au ranch Aspen, quelque chose d'autre que le calme apparut. C'était le poids d'une vérité qu'elle portait seule depuis des années, et dont la porte venait enfin de s'ouvrir. Elle dit doucement que cet homme était son mari et le père de ses enfants. Après une pause qui sembla durer une vie entière, elle ajouta que, d'après tout ce qu'il lui avait confié avant de mourir, il était aussi le frère de Robert. À cet instant, une rafale de vent frappa la grange, faisant gémir le vieux bois comme si le bâtiment lui-même expirait enfin après avoir gardé un secret pendant une décennie. Robert Montgomery, l'homme qui avait bâti un empire sur la fermeté de ses décisions, sentit le sol se dérober sous lui. Mais il ne put rien dire. Le silence dans la grange n'était pas vide. Il était dense, chargé du poids d'une vie en train d'être réorganisée sans autorisation. Robert resta face à Catherine, la photographie floue sous l'effet brutal de la prise de conscience. Son esprit tenta, comme toujours, de tout rationaliser, de classer cette information dans un registre de faits. Mais aucune logique n'existait pour expliquer la douleur qui naissait dans sa poitrine.
Ce visage sur la photo était son propre passé, une version de lui-même ayant emprunté un autre chemin. Il parvint enfin à murmurer le nom de son frère. Georges. Combien de fois avait-il enterré ce nom sous le travail, les réunions et le froid de son propre orgueil? Il s'était répété que Georges était celui qui était parti, qu'il ne lui devait rien. Des mensonges qu'il avait fini par confondre avec la vérité. Il demanda à Catherine quand cela était arrivé. Elle comprit la question implicite. Elle répondit que c'était il y a plusieurs années, à la suite d'une longue maladie. Elle marqua une pause, précisant qu'à la fin, Georges n'avait plus la force de se battre. Mais même dans ces derniers instants, il parlait encore de Robert. Ces mots frappèrent Robert comme une pierre jetée dans une eau immobile, dont les ondes se propagent jusqu'aux coins les plus sombres de son cœur. Catherine ajouta que Georges parlait de lui constamment. Sa voix ne contenait aucun reproche, seulement une vérité nue, sans phare. Elle raconta qu'il lui avait tout décrit, le ranch, leur père, le jour de leur séparation, leur enfance dans les champs, les disputes, puis les choses jamais dites. Elle regarda ses fils avant de continuer, disant que Georges avait décrit Robert comme l'homme le plus têtu qu'il ait jamais connu, mais aussi le plus bienveillant, et que porter ces deux traits ensemble était un fardeau lourd. Robert expira lentement, sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. Matthew, l'aîné, continuait d'observer avec ce regard sérieux, presque évaluateur, qui donnait à Robert le sentiment d'être mis à nu. Luc, lui, avait perdu tout intérêt pour les adultes et s'était assis sur sa petite chaise, suivant un rayon de soleil dans la poussière du doigt. Robert posa la question qui le hantait depuis des années. Pourquoi Georges n'avait-il jamais essayé de revenir? Pourquoi ne l'avait-il jamais contacté? La question visait autant le souvenir de Georges que Catherine, mais c'est elle qui répondit. Elle le regarda avec une honnêteté tranchante et dit que Georges avait essayé. Robert releva brusquement la tête. Elle expliqua qu'il avait tenté plusieurs fois. Il avait écrit des lettres, passé des appels, et une fois, il était même revenu jusqu'au Montana, se tenant devant les grilles du ranch. Elle s'arrêta, observant le visage de Robert. Elle ajouta qu'il n'avait jamais reçu de réponse. Robert secoua la tête, la confusion sincère. C'était impossible. Il n'avait jamais reçu une seule lettre, aucun message. Catherine le regarda sans le juger, sans le croire ni ne pas le croire, simplement en observatrice. Elle suggéra que quelqu'un avait peut-être veillé à ce que ces messages ne lui parviennent jamais. L'air dans la grange sembla se refroidir. Robert voulut exiger des explications, mais il comprit qu'il se trouvait au cœur d'un mystère qui avait pourri sous la surface de son domaine depuis bien longtemps. Il quitta la grange avec plus de questions que de réponses, une pression sourde et inconnue grandissante dans sa poitrine. Il marcha lentement vers le manoir principal, laissant le soleil réchauffer sa peau, tandis que son cœur semblait fait de glace. Avant d'atteindre la porte d'entrée, il croisa Arthur Vance. Le gestionnaire revenait des écuries, un dossier en cuir sous le bras, son habituel masque d'efficacité intact. Lorsqu'il vit Robert revenir depuis la direction de la vieille grange, son pas hésita une fraction de seconde. Il demanda si tout allait bien, d'un ton parfaitement contrôlé. Robert s'arrêta devant lui. Son regard transperça l'homme qui gérait ses affaires depuis 30 ans. Il demanda si, durant toutes ces années, quelqu'un avait tenté de le contacter via le ranch. Lettres, appels, visiteurs, qui n'auraient jamais atteint son bureau. Arthur ne cligna pas des yeux. Il conserva une posture impeccable et déclara ne rien se rappeler de tel. Robert insista, demandant s'il en était absolument certain. Arthur répondit qu'il en était totalement sûr. Robert le fixa un instant de plus qu'il n'était confortable, puis acquiesça lentement et reprit sa marche. Mais dès qu'il ferma la porte de son bureau, son esprit s'emballa. Il connaissait Arthur Vance depuis toujours. Et cette légère pause, cette micro-fissure dans sa voix, était la même qu'il avait perçue le matin même. Arthur mentait. Cet après-midi-là, Robert descendit pour la première fois depuis près de 5 ans dans le sous-sol du manoir. C'était un espace froid et humide, utilisé pour les archives les plus anciennes du ranch, contrats, dossiers du personnel, correspondances administratives accumulées depuis des décennies. Des boîtes étaient empilées, classées par année, étiquetées avec une écriture méticuleuse. Il chercha les archives correspondant à la période où lui et Georges s'étaient séparés. Il ouvrit la première boîte, poussière et facture jaunie. La seconde, identique. Mais dans la troisième, tout au fond, sous des rapports météorologiques, il trouva une enveloppe épaisse. Non ouverte. Son nom était écrit dessus dans une écriture qu'il reconnut immédiatement.
La même écriture arrondie, légèrement inclinée vers la droite, qu'il avait vue sur des cahiers d'école et des cartes d'anniversaire. C'était celle de Georges. Les mains de Robert ne tremblaient pas habituellement, mais ce papier les rendait lourdes, maladroites. Il ouvrit la lettre. Elle avait été écrite pendant une période où Robert était absent du ranch pendant plusieurs semaines, occupé par une crise dans une autre ville. Arthur Vance dirigeait alors entièrement le domaine. Robert commença à lire. Chaque phrase ressemblait à une voix venue du passé. Georges écrivait qu'il savait que Robert n'avait peut-être aucune raison de vouloir lui répondre, mais qu'il y avait des choses à dire avant qu'il ne soit trop tard. Il parla de sa famille, d'une femme qui valait plus que tout ce qu'il aurait pu offrir, et de 2 fils qui lui donnaient enfin le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien dans sa vie. Il écrivit leurs noms, Matthew et Luc, et exprima le désir profond que Robert sache qu'ils existaient. Il ne demandait pas pardon. Il demandait à son frère de ne pas laisser l'orgueil voler la seule chose qui comptait vraiment, le temps qui leur restait. Robert s'arrêta de lire, ses yeux incapables de se concentrer. D'autres pages existaient. Des mots jamais reçus. Des mots arrivés ici, touchant ces murs, puis enterrés dans une boîte. Quelqu'un avait pris cette lettre. Quelqu'un avait décidé à sa place qu'il n'avait pas besoin de savoir. Robert replia soigneusement les pages et posa l'enveloppe sur le bureau. Il resta immobile longtemps, seul avec le bruit d'une horloge qui semblait mesurer les secondes d'une vie gâchée. Il repensa aux mots de Catherine sur Georges venu au ranch et repoussé. Il comprit que pendant qu'il nourrissait son orgueil, quelqu'un avait façonné sa réalité à sa place. Il se sentit plus petit qu'il ne l'avait jamais été, malgré les milliers d'acres qu'il possédait. Georges avait essayé de le rejoindre. Et Robert en avait été tenu à l'écart par un homme en qui il avait confiance. Il serra l'enveloppe contre sa poitrine, comme s'il pouvait rendre un peu de chaleur à son frère. Mais Georges était mort. Le temps perdu ne revient pas. Ne restait que ses 2 enfants dans la grange, et une femme venue non pas mendier, mais lui offrir une dernière chance d'être l'homme que son frère avait toujours cru qu'il était. Cette nuit-là, Robert ne dormit pas. Il resta à son bureau, la lettre étalée devant lui, la relisant encore et encore jusqu'à ce que les mots s'impriment dans sa mémoire. Il regarda l'aube se lever sur l'horizon du Montana, la lumière révélant lentement la silhouette de l'ancien grenier. Sa perception de ce bâtiment avait changé à jamais. Ce n'était plus une ruine, mais un sanctuaire. Le matin, Robert prit une décision. Il n'affronterait pas Arthur immédiatement. Un homme capable d'intercepter du courrier pendant des années et de lui mentir en face aurait toujours une justification prête pour chaque accusation. Il lui fallait davantage de preuves, et il savait exactement à qui parler. Il alla à la cuisine chercher Pearl. Elle était là comme toujours, entourée de l'odeur du café frais et du rythme régulier des préparations du matin. Pearl était au ranch depuis plus longtemps que quiconque, avec une mémoire infaillible et une honnêteté fondamentale. Robert lui demanda si elle se souvenait de quelqu'un étant venu au ranch des années auparavant, surtout lorsqu'il était absent, pour le chercher ou laisser un message. Pearl ne répondit pas immédiatement. Elle plissa les yeux en fouillant ses souvenirs, puis son expression changea. Elle se rappela un jeune homme arrivé un après-midi. Elle l'avait vu depuis la fenêtre de la cuisine pendant qu'Arthur Vance lui parlait dans la cour. Elle nota que cet homme ressemblait fortement à Robert, même si elle n'y avait pas prêté grande attention à l'époque. Quand Robert demanda ce qu'Arthur avait dit à propos du visiteur, Pearl révéla qu'il l'avait écarté comme un simple vendeur ambulant sans affaire au ranch. Robert la remercia et sortit, le cœur glacé. Georges s'était tenu dans cette même cour, regardant la maison où il avait grandi, et avait été repoussé comme un étranger. Cet après-midi-là, Robert décida de passer un appel qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Sa mère, Eleanor Montgomery, vivait dans une résidence calme pour personnes âgées en ville. C'était une femme d'une présence imposante et de très peu de mots, une matriarche qui avait toujours placé la réputation familiale au-dessus de presque tout. Quand elle répondit, sa voix semblait plus fragile que dans ses souvenirs. Robert lui parla de la femme arrivée au ranch avec 2 enfants. Un silence beaucoup trop long suivit, à l'autre bout du fil. Lorsqu'Eleanor parla enfin, sa voix était chargée d'une émotion que Robert lui connaissait rarement, la culpabilité. Elle admit qu'elle savait que Georges le cherchait. Robert sentit le monde basculer. Elle confessa qu'Arthur Vance l'appelait toutes les quelques semaines pour la tenir informée de la situation au ranch. Et lorsque Georges avait commencé à écrire et appeler, elle avait demandé à Arthur de gérer la situation. Elle expliqua qu'elle avait peur que le retour de Georges rouvre d'anciens scandales et des problèmes juridiques liés au domaine que son père avait mis tant d'efforts à stabiliser.
Elle avait eu peur des questions et du désordre d'une réconciliation. La voix de Robert devint glaciale lorsqu'il lui dit que George était mort. Il expliqua que son frère était mort en cherchant un lien, écrivant des lettres qui avaient été volées et se présentant dans une maison où il avait été traité comme un intrus. Il lui parla de Matthew et Luke, les petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés, et de Catherine, qui avait plus de courage que toute la famille Montgomery réunie. Il dit à sa mère qu'elle devait venir immédiatement au ranch, car des choses devaient être dites en personne et 2 enfants méritaient de connaître leur histoire. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre, incapable d'entendre ses larmes. Il se rendit au grenier et trouva Catherine. Il lui dit qu'il savait tout désormais, les lettres, la visite et qui avait donné les ordres. Catherine ne manifesta aucune surprise. Elle le regarda simplement avec une tristesse sereine. Elle expliqua que George avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, que ses tentatives ne pouvaient pas avoir été ignorées uniquement par mépris. Elle dit que George l'avait envoyé au ranch parce qu'il pensait que Robert devait connaître la vérité et que s'il voyait les visages des enfants, il ne pourrait pas détourner le regard. Elle ajouta que si Robert s'était révélé être un homme différent, elle serait simplement repartie avec les garçons, sa promesse à George accomplie. Robert regarda Matthew, qui observait la scène avec les yeux de son père. La ressemblance était désormais douloureusement évidente. Il comprit que l'orgueil avait un prix élevé et que ce sont presque toujours les innocents qui le paient. Il dit à Catherine qu'il comptait réparer les choses, mais il savait que cela ne pourrait jamais vraiment être réparé, et que les années perdues ne reviendraient pas. Il lui demanda si les garçons savaient qui il était. Catherine répondit qu'ils savaient qu'ils avaient un oncle et que leur père l'aimait. Le reste viendrait avec le temps. Ce soir-là, Robert s'assit sur le porche et contempla les étoiles. Pour la première fois de sa vie, l'immensité de ces terres ne lui donnait pas un sentiment de puissance, mais de solitude. Il pensa au testament secret que son père avait mentionné autrefois, un document disparu après les funérailles. Il se demanda s'il était lui aussi caché quelque part ou détenu par Arthur Vance. Il comprit que toute sa vie avait été façonnée par des personnes prétendant agir pour son bien, alors qu'elles servaient en réalité leur propre peur. Il savait que les jours à venir seraient un tumulte, mais pour la première fois, il était prêt à laisser la tempête venir. Il se coucha sans dormir jusqu'aux premières heures du matin, revoyant sans cesse le visage de George sur la photographie et la manière dont il tenait la bague. Il se souvenait du jour de leur dispute, une querelle insignifiante sur les prix du bétail qui avait dégénéré en silence permanent. Il comprit que la plupart des tragédies ne naissent pas de grands crimes, mais de petits orgueils laissés sans contrôle. Il jura que Matthew et Luke n'auraient jamais à se demander s'ils avaient leur place sur cette terre. 2 jours plus tard, Eleanor Montgomery arriva au ranch. Robert la vit descendre de voiture depuis son bureau. Elle semblait fragile, son élégance habituelle insuffisante face à ce qu'elle allait affronter. Elle ne se rendit pas à la maison principale. Elle marcha directement vers le vieux grenier, guidée par son intuition vers le cœur du problème. Robert la suivit à distance. À l'intérieur du grenier, Catherine attendait. Les 2 femmes se retrouvèrent face à face, la veuve du fils rejeté et la mère qui avait laissé faire. Le silence était chargé de 10 années de non-dits. Eleanor regarda la photographie de George et se mit à pleurer. Ce n'était pas un sanglot retenu, mais une rupture totale, celle d'une mère réalisant qu'elle avait échangé l'amour de son fils contre un sentiment illusoire de sécurité. Luke, le plus jeune des garçons, s'approcha et lui tendit un petit jouet en bois. Il ne savait pas qui elle était, mais il ressentait sa douleur. Eleanor s'agenouilla et serra l'enfant contre elle, ses larmes trompant sa chemise. Matthew resta debout, observant avec un regard méfiant et protecteur. Il se souvenait des années difficiles, des nuits de tout de son père jusqu'à l'aube, et de sa mère travaillant à 3 emplois pour survivre. Il n'offrit pas une étreinte. Il offrit une présence. Robert entra dans le grenier et posa une main sur l'épaule de sa mère. Il lui dit que les garçons s'appelaient Matthew et Luke, et qu'ils représentaient l'avenir du nom Montgomery. Plus tard dans l'après-midi, Robert convoqua Arthur Vance dans la bibliothèque. Il posa la lettre interceptée sur le bureau et demanda une explication. Arthur tenta d'esquiver, évoquant la stabilité du ranch et les volontés du défunt M. Montgomery. Mais Robert le coupa net. Il lui dit que ses services n'étaient plus requis et qu'il avait 1 heure pour quitter la propriété. Arthur tenta de protester, évoquant les secrets qu'il avait gardés. Mais Robert répondit que la vérité était déjà sortie. Il regarda Arthur partir, un homme qui avait vécu dans l'ombre disparaissant enfin dans la lumière du Montana. Sans Arthur,
Robert fouilla les archives de l'administration. Il trouva ce qu'il cherchait dans un compartiment secret du coffre, le testament complémentaire original signé par son père peu avant sa mort. Le document était simple, mais ses conséquences immenses. Il stipulait que George devait hériter de 40% des actifs liquides du ranch ainsi que d'une parcelle appelée la vallée de Silver Creek. C'était la plus belle partie du domaine. Son père avait tenté une dernière réconciliation, mais le document avait été dissimulé pour maintenir l'unité de l'héritage sous le contrôle de Robert. Robert apporta le document à Catherine et lui expliqua ce qu'il contenait. Il lui dit qu'elle et les garçons étaient désormais les propriétaires légaux de Silver Creek. Catherine regarda le document, puis Robert. Elle dit que George ne s'intéressait jamais à la terre. Il ne se souciait que de la famille. Robert acquiesça, reconnaissant qu'il avait été lent à comprendre cette leçon. Il lui dit qu'il voulait qu'elle et les garçons emménagent dans la maison principale, mais Catherine refusa. Elle expliqua que les enfants aimaient l'espace ouvert près du grenier et qu'ils préféraient construire leur propre maison sur leur propre terrain. Robert respecta ce choix, comprenant qu'elle avait besoin de préserver l'indépendance qu'elle avait dû défendre toute sa vie. Les semaines suivantes furent remplies d'avocats et de démarches administratives, alors que Robert travaillait à reconnaître légalement Matthew et Luke comme ses héritiers. Il passait ses après-midi avec eux, apprenant à Matthew à monter à cheval et aidant Luke à identifier les différentes espèces de truites dans les rivières. Il constata que le vide qu'il ressentait dans la maison était remplacé par le bruit et le chaos des enfants. Il se surprit à rire davantage en une semaine qu'au cours de la dernière décennie. Même Eleanor semblait transformée, passant ses journées dans la cuisine avec Pearl, apprenant à préparer les repas simples que George aimait autrefois. À mesure que l'été s'effaçait pour laisser place à l'automne, le ranch prit une nouvelle énergie. La maison de Silver Creek était en construction, une demeure modeste mais belle, faite de pierres locales et de bois. Robert supervisait lui-même le projet, veillant à chaque détail. Il voulait que ses neveux aient le meilleur, non pas par culpabilité, mais par un nouveau sens du devoir. Il comprit que le ranch n'était pas seulement une entreprise. C'était un héritage, et un héritage exigeait plus que des terres. Il exigeait de l'amour et de la continuité. Un soir, Catherine et Robert étaient assis sur le porche de la maison principale, observant les garçons jouer au loin. Catherine lui demanda s'il regrettait d'avoir découvert la vérité. Robert regarda ses terres, puis les fils de son frère. Il répondit que la vérité avait été la chose la plus difficile qu'il ait jamais affrontée, mais aussi la seule qui l'avait véritablement libéré. Il admit qu'il avait été prisonnier de son propre succès, enfermé dans une cage qu'il avait lui-même construite, jusqu'à ce qu'elle franchisse la porte et lui tende la clé. Catherine sourit, une expression rare et magnifique qui illumina son visage. Elle dit que George savait toujours que Robert finirait par faire ce qu'il fallait. Elle lui confia que les derniers mots de George concernaient le ranch et l'espoir que le vent soit toujours dans son dos et le soleil toujours sur son visage. Robert sentit une larme couler sur sa joue, mais il ne l'essuya pas. Il la laissa tomber, hommage silencieux à son frère perdu et à la famille qu'il venait de retrouver. La transition ne fut pas sans difficulté. Des rumeurs circulaient dans la ville voisine de Pine Ridge au sujet de cette famille cachée, et certains anciens employés du ranch se montraient sceptiques face au changement. Mais Robert géra chaque situation avec une patience et une grâce nouvelle. Il devint un autre type de leader, quelqu'un qui écoutait autant qu'il parlait. Il mit en place de nouveaux programmes pour les employés, offrant de meilleurs logements et des possibilités d'éducation pour leurs enfants, comprenant que la famille Montgomery ne se limitait pas à ceux qui portaient son nom. Matthew se révéla naturellement doué pour le travail du ranch. Il possédait l'instinct de son père pour la terre et la discipline de son oncle. Il passait ses matinées avec les cow-boys expérimentés à apprendre les anciennes méthodes du métier. Luke, lui, était un artiste. Il remplissait des dizaines de carnets de croquis représentant les montagnes et les animaux. Robert veillait à ce qu'il ait le meilleur matériel, et ils transformèrent même l'un des bâtiments secondaires en atelier. Le ranch Aspen n'était plus un musée. C'était une communauté vivante. 5 années passèrent avec la vitesse d'un torrent de montagne. Matthew était devenu un jeune homme fort et compétent, assumant de plus en plus de responsabilités. Les peintures de Luke commençaient à être exposées dans des galeries à travers l'État, apportant une autre forme de prestige au nom Montgomery. Catherine était devenue le cœur du ranch, sa sagesse discrète guidant chacun à travers les tempêtes. Eleanor s'était éteinte paisiblement 2 ans plus tôt, ses derniers jours passés auprès de ses petits-fils, enfin en paix. L'ancien grenier avait été entièrement restauré.
Il ne servait plus de stockage, il était devenu un centre communautaire pour les familles du ranch, un lieu de célébration, de réunion et de mémoire. Le sanctuaire dédié à George était toujours là, rappel permanent de l'homme qui les avait réunis. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, la famille se réunissait dans le grenier pour partager un repas et des souvenirs. C'était le jour le plus important de l'année au Ranch Aspen. Un après-midi, Robert et Matthew montèrent jusqu'au plus haut sommet de la propriété. Ils observèrent l'immensité de la vallée de Silver Creek, les troupeaux paisibles en contrebas. Robert vieillissait, ses cheveux devenus presque entièrement blancs, mais son regard était plus perçant que jamais. Il dit à Matthew qu'un jour, tout cela serait à lui, à protéger. Matthew ne répondit ni avec arrogance ni excitation. Il acquiesça simplement, avec une compréhension grave du poids de cet héritage. Robert comprit alors que son œuvre était accomplie. Il avait non seulement préservé la terre, mais restauré l'âme de sa famille. Il pensa au jour où Catherine Reed était arrivée, une femme portant un secret et une promesse. Il comprit que les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on construit pour soi-même, mais ceux que l'on découvre lorsqu'on a le courage de regarder dans l'obscurité. Il ressentit une profonde sérénité, une joie calme qu'il n'avait jamais connue dans sa jeunesse. Le soleil se coucha sur les montagnes du Montana, projetant de longues ombres violettes sur la vallée. Robert fit demi-tour avec son cheval vers la maison, Matthew à ses côtés. Il voyait les lumières de la maison de Silver Creek au loin et la fumée s'élevant de la cheminée du manoir principal. Il savait que Catherine avait préparé le dîner et que Luc attendait de leur montrer son dernier tableau. C'était une bonne vie, une vie pleine, une vie enfin partagée. En arrivant dans la cour, Robert s'arrêta un instant près de l'ancien grenier. Il contempla le bois usé et se souvint de la première fois où il avait frappé à cette porte. Il pensa à tout ce qu'il aurait pu manquer. Il comprit que chaque vie est une succession de portes et que les plus importantes sont souvent celles que l'on craint le plus d'ouvrir. Il inclina silencieusement la tête en signe de gratitude, puis rentra chez lui. La nuit était calme. Seul le hurlement lointain d'un loup et le souffle du vent dans les pins troublaient le silence. À l'intérieur, la famille était réunie autour de la grande table en chêne. On entendait des rires et des discussions sur l'hiver à venir. Robert était assis à la tête de la table, observant les visages des personnes qu'il aimait. Il ressentait une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu de la cheminée. Il était un Montgomery, et pour la première fois de sa vie, il savait exactement ce que cela signifiait. Vivre longtemps apprend une vérité simple. Les choses que nous construisons de nos mains, clôtures, murs de pierre, vastes domaines, ne sont solides que si les vérités que nous portons en nous le sont aussi. Nous passons souvent notre jeunesse à courir après les ombres du pouvoir et le confort froid d'avoir raison, croyant que l'orgueil est un bouclier contre le jugement du monde. Mais avec les années, on comprend que l'orgueil n'est pas un bouclier. C'est une cage, une prison silencieuse qui empêche précisément les personnes que nous devrions aimer d'entrer. Il est étrange que l'être humain attende souvent que le soleil soit presque couché pour comprendre qu'il marchait dans la mauvaise direction, préférant le silence d'une maison vide au bruit imparfait d'une famille vivante. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber dans l'erreur. C'est d'être capable de dire « j'avais tort ». Il existe une guérison profonde lorsque l'on baisse la tête devant un enfant ou lorsque l'on ouvre une lettre ignorée depuis des années. Nous croyons que reconnaître une faute nous diminue. En réalité, c'est ce qui nous élève. Beaucoup meurent prisonniers de leur propre entêtement, sans jamais comprendre qu'un seul pas vers l'humilité aurait pu les conduire vers la paix. Un héritage ne se mesure ni en hectares ni en argent, mais dans les histoires que racontent ceux qui restent. Si vous laissez un royaume sans personne pour l'appeler maison, vous n'avez rien laissé. Le temps est la seule richesse qu'on ne récupère jamais. Le gaspiller dans la rancune est la forme la plus pure de pauvreté. Nous ne sommes que des passagers temporaires. Notre seul devoir est de laisser la porte entr'ouverte pour ceux qui cherchent à revenir. Les conversations les plus importantes sont souvent celles que l'on a le plus évitées. Et les plus grands actes de courage ne se déroulent pas sur des champs de bataille, mais dans le silence d'un vieux grenier où une vérité finit enfin par être dite. À la fin, nous ne sommes pas jugés sur les disputes que nous avons gagnées, mais sur l'amour que nous avons eu le courage d'accepter et la famille que nous avons eu l'humilité de garder. C'est cela, le seul succès qui survit à l'hiver.